Livraison d'actualités africaines sur nos antennes. Messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons, allez, notre boîte à actualités africaines chaudes sur un nouveau naufrage tragiquement ébouriffant sur le lac Kivu en République démocratique du Congo. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un bateau qui transportait des marchandises et des centaines de passagers a fait naufrage jeudi 3 octobre sur le lac Kivu. En une grande confusion règne encore au niveau de bilan. Il y a au moins 28 morts selon le gouverneur de la province du Nord Kivu. 78 selon celui de la province du Sud Kivu. Il est de morts, 30 morts selon la protection civile à Goma. C'est vendredi, 3 autres corps ayant été retrouvés vers Bouimba. Mais il y a encore probablement plus puisque les recherches s'est poursuivie hier soir pour retrouver les disparus. Près de 300 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Mais sur la tête, assis par terre, le rescapé du naufrage sont encore sous le choc. Le bateau, merveille de Dieu, s'est retourné à moins d'1 kilomètre du marché des Kintoko, comme le témoignent ces deux passagers. Nous étions nombreux, certainement plus de 200 personnes. Le bateau a chaviré à cause de l'intempête. Pour cette autre, nous approchions du marché des Kintoko et bateau a coulé. Après, celui qui sait nager s'est sauvé et celui qui ne sait pas est resté dans le bateau. Les recherches se poursuivent encore le 3 octobre sur le soir, mais aucune liste de passagers n'était disponible. Un naufrage similaire avait eu lieu en 2019 sur le lac Kivu. Une centaine de personnes avaient alors péri. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avait promis des gilets de sauvetage et une modernisation de la flotte. Promesse non tenue, affirme la société locale. Allez, messieurs et dames, revenons sur nos plats, histoire de prendre un nouvel élan, question d'arriver en Tanzanie pour parler justement de plusieurs journaux en ligne suspendus après un clip jugé critique du pouvoir. Le gouvernement tanzanien a suspendu à partir du 3 octobre 2024 les publications en ligne d'un des principaux groupes de presse du pays. Après la diffusion d'une vidéo d'animation évoquant le meurtre et les disparitions d'opposants avec pour personnage principal la présidente du pays, Samia Suluhu Hassan. La Tanzanie suspend pour 30 jours les publications en ligne du principal groupe des presses privées. Le groupe Mwananchi est en effet dans le collimateur du régulateur des médias pour avoir diffusé un clip critique du pouvoir. Le 1er octobre 2024, l'un de ces journaux, des Citizen, a diffusé une vidéo évoquant le meurtre et disparition d'opposants, avec pour personnage principal la chef de l'État Samia Suluhu Hassan. Un clip jugé nocif pour l'unité nationale par le régulateur tanzanien. Dans ces clips d'animation d'une minute publié mardi, Samia Suluhu Hassan assise devant son poste de télévision. Zap ignore les nouvelles anxiogènes de meurtre d'opposants. Notre chef a été enlevé et assassiné violemment, dit le personnage de Tundu Lissu, l'un des chefs de l'opposition lors d'un enterrement. Une scène qui fait référence à la mort d'Ali Mohamed Kibao, en cadre de son parti Chadema, retrouvé mort mois dernier. Un autre de ces 6 personnages exprime son désarroi face à la disparition de son enfant qu'il n'arrive pas à oublier. La présidente, elle, semble impassible. Le régulateur tanzanien des médias a jugé que ces images portaient atteinte à la paix et à la cohésion. Mais pour le journal des Citizen, il s'agit d'une mauvaise interprétation. La suspension de Mwananchi, filiale d'un groupe kenyan, intervient alors que le gouvernement tanzanien fait l'objet de critiques sur la situation des droits humains. Alors que, dans un premier temps, la présidente avait ouvert 2 médias interdits par son prédécesseur. On reproche aujourd'hui à Samia Suluhu
Hassan de recourir aux mêmes pratiques autoritaires que John Magufuli, qui a dirigé la Tanzanie de 2015 à 2021. Changeons tout de suite et maintenant, dames et messieurs, de chapitre pour arriver tout de suite et maintenant en Libye pour parler de la reprise totale de sa production pétrolière. La compagnie pétrolière publique libyenne a déclaré jeudi qu'elle reprenait la totalité de sa production de pétrole. Près de 2 mois après avoir interrompu les opérations dans 2 de ses principaux gisements dans le cadre d'une crise politique. La National Oil Corporation a déclaré dans un communiqué qu'elle reprendrait la production dans les champs pétroliers de Charara et d'El Fel, ainsi que les exportations à partir d'El Sider, le plus grand port du pays. En outre, la société a déclaré un temps de force majeure, une manœuvre juridique qui permet à une entreprise de se soustraire à ses contrats en raison des circonstances extraordinaires. Dans le cadre de l'examen de la situation de force majeure, la NOC a confirmé dans son communiqué qu'elle peut reprendre les opérations de production de pétrole brut et les opérations d'exportation vers ses clients. La National Oil Corporation avait précédemment amputé la fermeture au mouvement Fezzan, un groupe de protestations locales. Cet arrêt survient alors que les autorités rivales du pays sont engagées dans un conflit sur la gouvernance de la Banque centrale qui distribue le revenu pétrolier du pays. En outre, les Nations Unies ont averti que le pays était sur le point d'être confronté à une instabilité encore plus grande en raison de ces conflits. Mais le problème a été résolu ces derniers jours lorsque le Parlement a nommé un nouveau gouverneur à la banque. La Libye produit plus de 1,2 million de barils de pétrole par jour et Charara est le plus grand gisement du pays, produisant jusqu'à 300 000 barils par jour. Ce pays, riche en pétrole et en proie à des troubles politiques depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué Muammar Kadhafi en 2011. Depuis lors, la Libye est divisée entre des administrations rivales à l'est et à l'ouest, chacune soutenue par des milices et des gouvernements étrangers. Madame, monsieur, touché à une menace gravissime qui attaque à l'étendue africaine. Il s'agit bien entendu de Mpox, virus monkeypox. Voilà, l'épidémie monkeypox continue de représenter une menace sérieuse en Afrique, avec 866 décès enregistrés depuis le début de l'année, selon un rapport publié jeudi par l'Urgence sanitaire de l'Union africaine. L'épidémie n'est pas encore sous contrôle, avec un total de 34 297 cas recensés depuis janvier. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies s'inquiète du faible taux de dépistage qui ne permet pas à mesurer pleinement l'étendue de la propagation du virus. Ces dernières semaines, au moins 2500 nouveaux cas hebdomadaires ont été signalés. Dans le même cas, le Ghana a enregistré son premier cas de monkeypox à environ 475 km de la capitale Accra. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a déclenché à la mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale en raison de la résurgence du virus monkeypox en Afrique et de l'émergence d'une nouvelle variante, le clade 1B. Selon les données de l'Agence sanitaire de l'Union africaine, cette variante a été détectée dans plusieurs pays africains, notamment en République démocratique du Congo, épicentre de la maladie, au Burundi, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. La vaccination en République démocratique du Congo a été reportée sin die. On va rester en République démocratique du Congo, messieurs et dames, pour parler du coltan. La République démocratique du Congo, qui est la plus grande productrice au monde, déplore des mesures américaines sur ces minéraux. Le département du travail des États-Unis a ajouté le cobalt extrait en République démocratique du Congo à sa liste de biens produits par le travail forcé et travail des enfants. À Kinshasa, encore que cette décision
puisse avoir de répercussions économiques importantes pour le pays, qui est le plus grand producteur de cobalt au monde, en matériaux, dont la fabrication de batteries pour le véhicule électrique et d'autres produits technologiques. D'ailleurs, le produit l'utilisant sont également considérés comme étant à risque de travail forcé et de travail des enfants. Du côté américain, on précise que cette mesure vise principalement à sensibiliser les entreprises sur les risques liés à l'exploitation de ce minerai, mais que la mesure ne débouchera pas nécessairement sur un blocage systématique des marchandises aux frontières des États-Unis ou de l'Union européenne. Toutefois, pour l'organisation Cobalt Institute, il est probable qu'avec cette nouvelle classification, le cobalt et le produit dérivé fassent l'objet d'un contrôle plus rigoureux de la part des autorités et entreprises américaines et européennes en raison des restrictions sur les importations liées au travail forcé. De leur côté, les autorités congolaises appellent les États-Unis à adopter une approche plus équilibrée afin de ne pas compromettre l'accès des entreprises travaillant au Congo aux marchés internationaux. Elle rappelle qu'environ 73% de la production mondiale de cobalt vient de la RDC. Kinshasa met également en avant des réformes en cours, comme la mise en place de l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques, ainsi que d'autres initiatives visant à mieux encadrer l'exploitation et le commerce de minéraux stratégiques en République démocratique du Congo. Changeons de chapitre, cher tous, pour atterrir dans la plus vite possible au Mali, où on parle de Youssouf Daba Diawara, coordinateur de la coordination de mouvements associations sympathisants de l'imam Mohamedou est condamné mais également libre. Au Mali, Youssouf Daba Diawara, coordinateur de la coordination de mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko Semas, en sigle de l'imam Madou Diko, a été condamné ce 3 octobre 2024 à des mois de prison avec sursis. Il devrait être libéré dans la journée. Il était poursuivi pour opposition à l'autorité légitime après avoir participé à une manifestation d'opposition non autorisée. Ses avocats réjouissent de la libération de Youssouf Diawara, mais déplorent cependant une condamnation jugée infondée. Le proche de Youssouf Diawara sont soulagés, mais aux yeux de ses avocats, il ne s'agit sûrement pas d'une victoire pour la justice. La défense salue la clémence du juge qui n'a pas prononcé la peine maximale prévue par la loi et qui, en assortissant sa condamnation d'un sursis, permet à Youssouf Diawara de recouvrer la liberté. L'audience s'étant achevée tardivement jeudi soir, les formalités administratives liées à sa libération n'ont pas pu être effectuées, mais Youssouf Diawara devrait être relâché ce vendredi. Pour autant, les avocats de Youssouf Diawara estiment que sa participation à une manifestation qui n'avait pas reçu les autorisations nécessaires, c'était en juin dernier, pour réclamer de l'électricité et des élections, aurait dû lui valoir une contravention, mais en aucun cas une condamnation pour opposition à l'autorité légitime. Le tribunal est donc allé dans le sens du délit, ce que dénoncent les avocats de Youssouf Diawara, qui rappelle également que le coordonnateur de SEMAS vient de passer des mois et demi en prison, une détention provisoire perçue comme excessive. La peine prononcée prouve que le fait n'était pas d'une extrême gravité, estime encore l'un de ses avocats. Depuis le début de la procédure, l'entourage de Youssouf Diko dénonce un procès politique. Dames et messieurs, pour nos actualités chaudes africaines, nous allons nous séparer avec le Togo pour parler d'une nouvelle incursion d'un groupe armé fait 19 morts dans le nord du pays. Il y a d'abord une explosion, puis un échange nourri de coups de feu, selon les témoins de l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit du mardi
régné au mercredi 10 octobre dans la localité de Fanoirgou, dans le nord du Togo. Le militaire pris cible sont tombés dans une embuscade alors qu'ils patrouillaient le long de la frontière avec le Burkina Faso pour surveiller la construction des tranchées destinées à empêcher l'incursion des armées dans le pays. Un chantier lancé l'an dernier par le gouvernement togolais qui ne semble cependant pas suffisamment dissuasif. Les groupes armés actifs côté burkinabé contournent l'obstacle en construisant des ponts de fortune avec des branches et des troncs d'arbres. Les 10 civils tués sont et pour la plupart deux employés de l'entreprise Ebomaf dont la mission est de creuser le tranché en question. La société déplore également des dégâts matériels. Elle a perdu un bulldozer et 5 pelleteuses qui ont été incendiées dans l'assaut. L'armée a envoyé des hélicoptères en renfort pour faire fuir les assaillants. Parmi ceux qui ont été neutralisés figurent notamment des femmes et des mineurs. Au mois d'août dernier, déjà, des affrontements avaient eu lieu lors d'une de ces tentatives d'incursion. Cette fois-là, le bilan avait été d'un mort et d'un blessé. Sans les faits, dames et messieurs, pour les actualités de ce numéro, ça a été un grand plaisir pour moi de vous les livrer. On se capte à la prochaine. À très vite.